Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Romano pour ce livre « Danger en protection de l'enfance ». Alors ça a l'air un peu ardu comme ça, mais vous allez voir que pas du tout. En réalité, ça recouvre une réalité qui évidemment me touche depuis de longues années et dont Hélène, avec énormément de gens, des contributions à n'en plus finir, parle extrêmement bien. Ce qu'on découvre dans ce livre, c'est la notion des faux souvenirs. Peux-tu m'expliquer, en mots simples, ce que c'est que les faux souvenirs lorsqu'il s'agit de violences faites sur des enfants? Alors le terme faux souvenir est un argument qui est souvent pris par les avocats de la défense, enfin les personnes qui vont soutenir des adultes qui sont mis en cause par des enfants qui témoignent de faits d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles la plupart du temps, ou de violences, mais souvent c'est de nature sexuelle, qu'ils ont subi dans l'enfance. Alors je dis l'enfant, parce que même si c'est un adulte de 40 ans qui témoigne, c'est l'enfant blessé qui témoigne. Donc les faux souvenirs, c'est quand il y a des choses qui ne plaisent pas à d'autres sur cette dimension-là, qui sont alléguées, qui sont dites, et à ce moment-là, en face, les mises en cause vont dire « Ah, mais ce sont des faux souvenirs ». Et ça, c'est la nouveauté depuis quoi, une dizaine d'années? C'est-à-dire on se sert des faux souvenirs à tire-larigot. Alors on se sert des faux souvenirs pour disqualifier la parole des enfants victimes. On a eu plusieurs étapes. On a eu les enfants menteurs. Les enfants mentaient au XVIIIe, XIXe siècle. C'est vraiment ce qu'on disait. C'est pas possible, les abus, ça n'existe pas. Tous ceux qui disent ça sont des menteurs. Après, on a eu l'aliénation parentale. Et comme les pourfendeurs, les partisans de l'aliénation parentale n'ont pas pu le faire acter dans la grande bible scientifique des psychiatres qui s'appelle le DSM-5, qui est la classification internationale des pathologies. Il y a eu un lobbying important des promoteurs du syndrome d'aliénation parentale pour que ça soit dans cette grande bible de référence des maladies psychiatriques. Ça n'a pas été validé, tout simplement parce que ça n'est pas un symptôme. Donc du coup, ils mettent de côté ce terme-là et ils ressortent un terme qui avait déjà été utilisé au début du XXe siècle, qui sont les faux souvenirs. Mais à qui profite ce crime en fait? Ça profite à tous ceux qui violent, qui agressent sexuellement des enfants et des personnes vulnérables. Ça veut dire qu'ils ont le bras long alors? Ça veut dire qu'ils sont très bien introduits, du terme à double niveau, dans différents milieux, dans différents endroits, ils peuvent avoir du soutien. Il faut une certaine puissance en fait pour pouvoir faire valoir tout ça, pour approcher, pour publier des articles avec des biais méthodologiques. Donc oui, c'est pas n'importe qui peut mettre en avant ce type d'argument. C'est un univers où les gens se serrent les coudes? À quel niveau? La protection de l'enfance ou la non-protection de l'enfance? La non-protection de l'enfance. C'est un univers où probablement que les personnes sont beaucoup plus solidaires que dans la protection de l'enfance. Pour quelle raison? Ils ont intérêt à se protéger les uns les autres. Ils ont un secret et ils veulent pas le partager. Il y a le secret, il y a différents secrets en fait. Il y a le secret sur les abus, il y a certaines fois d'autres secrets sur d'autres affaires. Donc les uns les autres se tiennent et c'est un peu poker menteur. Si je révèle que tu as fait ça parce que je le sais, et ben moi j'irai dire que tu as fait ça parce que je le sais. Donc tout ce monde-là se tient, ce qui crée tout un process tout à fait pervers et c'est ce qu'on essaye de démontrer dans cet ouvrage. On essaye d'alerter en fait, puisqu'on se rend compte que ça a totalement gangréné les services chargés de la protection de l'enfance, en particulier les conseils départementaux, qui sont dirigés par des politiques, qui sont dirigés par des responsables institutionnels. Et on voit à quel point ça gangrène en France les secteurs de la protection de l'enfance, secteur services sociaux, secteur hospitalier, éducation nationale. Tout ça c'est gangréné et c'est la loi du silence qui s'impose. C'était le but dès le départ. De notre ouvrage, de révéler ça, ou de faire la loi du silence? Oui, d'obtenir par tous les moyens, c'est-à-dire à tout niveau, ce que vous venez de décrire, ce que tu viens de décrire, une sorte de loi du silence. Dès qu'un enfant dit « papa m'a fait du mal », il faut qu'on puisse lui dire « ah non, c'est un faux souvenir ». Oui, ça gangrène complètement. C'est quelque chose un peu comme une toile d'araignée, où on fait en sorte que la parole de l'enfant soit disqualifiée le plus tôt possible. Donc même si un enfant rencontre un adulte qui le croit, qui pense sa parole authentique, assez rapidement, à un moment donné ou à un autre, on a cette nasse qui se resserre et qui fait que l'enfant qui a révélé des choses qui apparaissent authentiques, et en tant qu'expert, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'attester que c'est authentique, mais tout de suite, c'est invalidé. C'est la chape de plomb. C'est la chape de plomb et la France est très forte à ce niveau-là. Et comment l'enfant réagit dans ce cas-là, quand il comprend qu'en fait, au début, il y avait donc quelqu'un qui le croyait, ça peut être toi, ça peut être un gendarme, ça peut être... Et puis finalement, non, on ne te croit plus. C'est un monde qui s'effondre,
Parce qu'un enfant qui est victime d'abus, alors l'abus c'est pas rien, hein, l'abus sexuel, en plus c'est souvent par quelqu'un qui est un proche, donc ce sont des enfants qui sont très blessés dans leur sentiment de protection, dans leur façon de faire confiance aux autres, donc ils tentent de dire les choses, et à ce moment-là on leur renvoie que ça n'existe pas, ou alors ça s'est passé mais ils n'ont qu'à se taire. Donc c'est très déshumanisant et ça va détruire ce qu'on appelle l'altérité. L'altérité c'est ce qui permet à un être humain de se considérer comme un sujet. Et les enfants abusés sont traités comme des objets par les auteurs ou par ceux qui savent que les auteurs agissent. Et pouvoir se sortir de ce statut d'objet, c'est la quête de toute une vie pour ces enfants-là. Et c'est très compliqué. Et ça ne peut passer qu'en rencontrant un adulte, alors on va dire transitionnel. Alors transitionnel, c'est un terme d'un pédopsie qui s'appelle Winnicott, qui est celui qui fait le relais. Par qui les choses peuvent se penser, par qui les choses peuvent se dire. Quelqu'un en qui je vais pouvoir avoir confiance, qui va me faire confiance, qui va me redonner confiance et qui va me dire tu vaux la peine. T'es pas qu'un objet bon à être violé, sodomisé, agressé. Et quand l'enfant sollicite un adulte et que face à lui, on lui dit oui, on va t'aider, on va te protéger et que derrière, il continue d'être exposé aux abuseurs, c'est un monde qui s'effondre et ça les détruit très durablement. Souvent dans un couple, il y a le pervers et puis celui qui protège. Comment réagit celui qui protège ? Alors malheureusement, très souvent, celui qui protège est assez ambivalent. Il peut protéger l'abuseur, il peut protéger l'enfant, c'est pas toujours très clair, hein, dans les couples parentaux par exemple. On a souvent le père qui est plus agresseur, mais beaucoup de mères qui sont des complices silencieuses. Elles savent, mais elles ne disent rien. Et ça, c'est extrêmement déstructurant pour l'enfant, parce que le père est mis en cause, et la mère, au lieu de protéger son enfant, va le lâcher, l'abandonner, voire quasiment demander son placement pour rester avec le pédophile. Ça, c'est une catégorie malheureusement très fréquente. Et puis on a une autre catégorie de parents dits protecteurs qui au début essayent de protéger leur enfant, qui vont faire les démarches, qui vont solliciter des psys, des experts, des thérapeutes, qui vont aller au commissariat, rencontrer un juge. Et à un moment donné, en France en tout cas, et ça c'est très français, ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que ce parent qui vient, qui dit « Aidez-moi, mon enfant il m'a dit ça, qu'est-ce que je fais avec ça ?» qui n'est que dans une démarche de protection de son enfant. C'est là qu'on lui dit « faut souvenir ». On lui dit « faut souvenir » et on dit à ce parent « vous êtes aliénant ». Et donc, au lieu de protéger l'enfant et de valoriser le parent qui essaie de protéger, la justice actuellement se retourne contre le parent protecteur. Et parent protecteur se trouve accusé d'être aliénant, d'avoir des troubles mentaux. C'est une autre stratégie des faux souvenirs. Comment ça se fait qu'en ce moment on assiste à une sorte de grand déballage dans l'Église catholique ? Il n'y a pas le même grand déballage, je dirais, au niveau politique, dans les autres couches de la société. Il faut croire que les hommes d'église ont peut-être des lobbies un peu moins puissants que dans d'autres institutions. Ils ont tenu longtemps en même temps. Ils ont tenu longtemps. Le couvercle a été maintenu longtemps. Le couvercle est maintenu longtemps, en même temps sur des affaires. Voilà, on se rend bien compte que les enfants en avaient parlé, ça se savait plus ou moins par les parents, c'était tenu par le secret de l'Église. C'est une grande famille l'Église, hein. Donc là, ça commence à lâcher. Nous espérons que ça lâchera plus haut. Et quand est-ce que ça va lâcher réellement, mais je veux dire au niveau national ? Il faudrait une vraie prise de conscience de la population sur ce qui se passe actuellement. Et on sent que les Français bougent un petit peu par rapport à ça. Mais la pédophilie, ça reste tellement impensable, tellement inimaginable, que dès qu'une affaire sort, on préfère se dire « Oh non, voilà, c'est dans l'église, c'est loin, etc. » Ça peut pas se passer ailleurs. Mais si, ça se passe ailleurs. Là, je le sais bien. C'est affreux. Et puis il y a tout un contexte aussi que les gens doivent avoir en tête, c'est que dès que vous essayez d'alerter, vous avez des pressions, des menaces par rapport à ce livre-là. Avec Eugénie Izard, on a eu beaucoup de menaces. Des menaces de mort, des menaces sur notre carrière, des tentatives de nous faire taire. C'est des choses très fréquentes. On est en France, mais c'est tout de même ce qui se passe. C'est-à-dire quoi, des mails, des lettres Des mails, des appels, des messages sur les sites des uns et des autres, des choses sympathiques. On pousse un petit peu à faire taire, des pressions de conseil de l'ordre, des pressions d'institutions hospitalières, parce qu'on dérange. Tout simplement parce qu'on essaye de faire bouger les choses. Ça dérange beaucoup. Donc il y a d'autres façons de faire taire les professionnels, hein. Surtout quand vous êtes implanté soit en activité libérale comme Dr Izard, soit moins en hospitalier. Dans les deux cas, on a eu des pressions très très fortes. On continue d'en avoir. Est-ce que tu ne crois pas qu'au fond, ça fait très très peur aux politiques d'avoir un jour une espèce de marche blanche comme il y a eu au moment de l'affaire Dutroux en Belgique ? Bon, après, la montagne a accouché d'une souris, puisque les médias ont réussi à retourner complètement l'opinion belge. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait
que le couvercle n'explose pas dans le monde normal, pas juste catholique? Je pense qu'il y a trop de secrets actuellement, trop de poids pour qu'on arrive à obtenir là tout de suite un mouvement d'ampleur. Probablement parce que les Français n'ont pas totalement conscience de la façon dont la France est pervertie. On a une sorte de, moi j'appelle ça le syndrome du nuage de Tchernobyl. Il y a un tas de réseaux qui ont été démontés en Angleterre, un tas de réseaux en Espagne qui ont été démontés, en Italie aussi beaucoup, en Belgique, même si tu as dit, et tu as raison, ça s'est vite arrêté, en Suisse. Et puis en France, on a l'idée qu'il y a, comme s'il n'y aurait pas de pédophiles. Ben, s'il y a des pédophiles à haut niveau, il y a des pédophiles dans les institutions, il y a des pédophiles qui s'occupent de nos enfants, mais on se tait, on ne dit pas. Et ceux qui essayent de dire, tout de suite, c'est la chape de plomb. Et quand on a des affaires qui pourraient être médiatiques et impliquer des responsables, on va nous dire enfants menteurs, enfants délirants, parents aliénants, pour maintenir tout le monde sous le secret. Pourquoi toi tu fais ça ? Moi, je fais ça parce que je suis très impliquée dans la protection de l'enfance depuis des années, avec une histoire personnelle qui peut aussi l'expliquer, mais pas que professionnellement. Et puis parce qu'en tant que professionnelle, je vois bien à quel point depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile de protéger les enfants, c'est de plus en plus difficile d'oser dénoncer des dysfonctionnements. Moi, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je travaille dans la protection de l'enfance. Il y a 20 ans, c'était plus facile de faire des signalements, c'était plus facile de prendre la parole pour expliquer ce qu'était la parole d'un enfant victime. Actuellement, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a cette volonté d'alerter et de dire, faut vraiment, on est en France, pays des droits de l'homme, mais en tout cas pas pays des droits de l'enfant. Donc, il y a aussi des choses à faire. Avec Eugénie Izard, on a vraiment voulu donner la parole, tu l'as dit, à plusieurs professionnels impliqués, engagés et qui ont une belle expérience aussi, pour dire attention, dans la protection de l'enfance actuellement, derrière les beaux chapitres, la belle communication, sur le terrain, on ne peut plus protéger. Tout le système est vicié. Les professionnels de terrain, on leur demande d'évaluer en 1 heure des situations qui nécessiteraient 10 heures. On fait un travail comme on peut, mais dans des conditions épouvantables. Du coup, on ne protège pas les enfants suffisamment et ça se dégrade à grands pas. Donc, on a voulu alerter pour que l'enfant redevienne une priorité, que la protection de l'enfant soit véritablement une réalité. Ça veut dire qu'il t'arrive de voir repartir un enfant après un rendez-vous, une consultation, la mort dans l'âme, tu te dis, oh là là, il y retourne. Oui, j'ai fait beaucoup de signalements il y a 2 ans avec des signalements pour des situations d'enfants, d'adolescents pris dans des viols collectifs où un responsable judiciaire m'avait dit, écoutez Madame Romano, arrêtez avec vos signalements, les viols collectifs, oui, bon voilà, c'est les ados d'aujourd'hui, c'est les jeux sexuels modernes. Or, un viol collectif, c'est pas un jeu sexuel. On est avec des mineurs, des situations de sodomie, d'agression extrêmement grave, mais il y a une sorte de banalisation, voire d'un encouragement. Donc, du coup, ce sont des affaires qui sont classées par les parquets, mais c'est pas pour ça que j'abandonne. Et il y a plusieurs à continuer, à se dire, il faut véritablement qu'on continue d'œuvrer pour protéger ces enfants, dire que des enfants violés, l'inceste, les enfants violés, non, ça ne fait pas partie des choses habituelles ou des familles qui peuvent continuer d'agir de cette façon-là, dans un déni total de ce qui doit permettre à un enfant de se construire, c'est-à-dire le respect de lui, de son corps et de sa vie. Déni et instrumentalisation perverse, danger en protection de l'enfance, d'Hélène Romano, Eugénie Izard et d'autres collaborateurs. Merci de ce que tu fais dans la vie et merci d'avoir fait un bouquin comme ça. C'est pas un roman, mais en même temps, il y a des tas de gens que ça touche et que ça intéresse. Et donc, je leur conseille largement de le lire. Merci beaucoup. Merci, Karl.